Bon, je pense qu'on va pouvoir On va pouvoir commencer. commencer, ouais, c'est ce que j'avais proposé. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup dans un premier temps de votre présence pour ce second webinaire, vraiment ouvert à l'extérieur pour préparer l'arrivée de Windows 11. C'est un plaisir pour moi de l'animer avec Laurent, qui est notre tech lead sur la partie Modern Workplace. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir de voir que pour ce deuxième webinaire, on a déjà beaucoup plus de monde qui est présent, donc merci encore. Voilà, donc on va pouvoir démarrer. On va démarrer par une introduction. Je vais laisser Laurent passer la slide. Alors rapidement, comment va se dérouler ce webinaire? Donc on va commencer par une légère introduction où on se présentera donc tous les deux et je ferai un pic de rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas sur Synapsys également. Voilà notre organisation, comment on fonctionne. Et ensuite je laisserai donc la main à Laurent pour le sujet tant attendu qui est Windows 11. Alors bah, je vais te laisser te présenter dans un premier temps, Laurent. Je me Très présenterai bien. ensuite. Eh bien déjà, bonjour à tous et puis merci de vous être connectés aussi nombreux, ça fait plaisir et puis on sent bien que c'est un sujet un peu dans l'air du temps qui interpelle un peu. Alors moi qui je suis? Ben, je m'appelle Laurent Bugaillon, je suis technical leader chez Synapsys pour la partie Modern Workplace. Donc Modern Workplace, c'est un nom un peu barbare que vous connaissez forcément déjà un peu tous, hein. On va retrouver quoi là-dedans? On va retrouver du Windows, du SSM, du Intune, de l'Azure. On va trouver aussi un petit peu de collab parce que forcément on a un petit peu d'interférence avec du Teams et autres, hein. Voilà, moi ça fait un petit peu plus de 20 ans que je travaille dans le monde de l'IT autour du poste de travail et autres joyeusetés avec enfin, plusieurs expériences en ESN, une expérience en entreprise client final, et également je suis en éditeur qui a pour habitude de sortir régulièrement des versions de Windows. Voilà un petit peu mon pédigré. Encore une fois, merci à tous de vous être connectés aussi nombreux, et je vais laisser Axel se présenter à son tour. Merci Laurent. Ça va être plus rapide pour ma part. Donc, je suis Axel Despicy et je suis ingénieur commercial chez Synapsys. Certains me connaissent. J'espère que j'ai certains de mes clients qui sont présents. Et je vais te laisser passer à la slide suivante pour voilà, présenter succinctement Synapsys. Alors, pour rappel, donc, Synapsys a été fondé en 2012 donc, par Sébastien Dirocco et Cédric Noiset. Voilà, on s'appuie sur 4 entités aujourd'hui et au niveau géographique, on se situe sur 4 agences. Donc la première agence, qui est l'agence principale parisienne, une agence lilloise qui est donc dirigée par Éric Fromont, que vous avez pu voir lors du premier webinaire, pour ceux qui étaient présents, et une agence toute neuve située à Lyon qui est dirigée donc par Sinsay Chanzina. Et on va avoir une entité internationale qui est située à Kuala Lumpur sur notre partie Digital Plant, donc marketing digital. Voilà. Si je rentre un peu plus en détail, on se base sur 4 entités aujourd'hui. Donc, l'entité Synapsys IT, qui est notre expertise en ingénierie technique, qui s'organise autour de 5 centres de compétences, que je présenterai un peu plus en détail par la suite. On va avoir Synapsys Conseil, qui est dirigé par Angélique Bro. C'est vraiment le spécialiste dans le delivery de projets, de transformation et d'optimisation de DSI. L'entité UN, qui est notre entité spécialiste dans l'expérience utilisateur, donc UX/UI. Et enfin, donc la toute nouvelle, la toute dernière, donc, qui est dirigée par Thierry Davignon, donc notre entité Client Care, l'expert sur la partie relations clients et spécialiste sur les centres d'appel. Je vais revenir plus en détail, du coup, comme je vous l'ai dit, sur Synapsys IT. Je vais te laisser passer la slide, s'il te plaît, Laurent. Voilà, donc Synapsys IT, ça s'articule autour de 5 centres de compétences. Le premier, donc, pour lequel vous êtes aussi présent aujourd'hui, qui est le Modern Workplace, qui est chapeauté par Laurent ici présent. Donc tout ce qui va tourner autour de la conception des environnements, la gestion des devices, la sécurité. Voilà, il vous a présenté aussi quelques technos, mais vous connaissez bien mieux que moi pour la plupart. On va avoir donc une offre outil collaboratif. Donc on a décidé de décorréler cette offre du Modern Workplace suite à une très forte demande, notamment suite à la crise sanitaire, qui est dirigée donc, par William Bord. On va avoir forcément, on ne peut pas passer à côté, la partie cloud, avec notre offre Cloud as a Value, qui est dirigée par Jean-Philippe Lucas, donc pour toute la partie mise en œuvre de cloud public. Donc on est agnostique au niveau des technologies. On travaille aussi bien avec AWS, Azure, GCP ou encore même des clouds privés comme notre client OVH. On va avoir une partie DevOps qu'on a beaucoup développée sur notre agence de Lille, notamment par nos clients du retail. J'espère qu'il y en a qui sont présents aujourd'hui aussi.
Voilà, donc tout ce qui va tourner autour de l'architecture et la conception, l'expertise CI/CD, toute la partie infrastructure, système et conteneurisation. Et enfin, la dernière offre qui est assez transverse, qui va être notre offre cybersécurité, qui intervient aussi bien donc sur les 4 entités. Ça peut être sur la sécurisation des infrastructures, donc ça passe par le poste de travail, aussi bien les outils collaboratifs, le cloud et forcément le DevSecOps, très important aussi. Et voilà, bah, en tout cas, je vais pouvoir laisser la main à Laurent pour la partie qui vous intéresse le plus, qui est Windows 11 forcément. Donc voilà, à toi Laurent. Bah, merci beaucoup pour cette introduction. Bon, on va démarrer. En préambule, je vais quand même rappeler que on est sur un sujet plus orienté, comment on va appréhender en entreprise l'arrivée d'un nouvel OS. Donc, on n'est pas forcément sur une présentation super technique, etc. hein. L'idée, c'est plus de donner un peu des billes sur ce qui va se passer avec Windows 11. Est-ce qu'il faut se précipiter à y aller? Est-ce que c'est adapté à un contexte entreprise? On va commencer en faisant une petite revue des nouveautés qui sont un peu pertinentes sur Windows 10. Bon, je vais rien inventer. Vous avez sûrement déjà commencé à regarder un petit peu côté Windows 11, ce qui se disait, ce qui était visible, etc. En gros, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la grosse nouveauté, c'est cette nouvelle interface. J'ai illustré dans la slide hein, le passage depuis Windows XP. On est sur quelque chose d'assez beau maintenant. On est sur un OS qui a vraiment une bonne tête. Il y a vraiment pas mal de chemin qui a été parcouru niveau design. Donc on est passé d'une colline un peu verte et un peu triste à des fenêtres un peu toutes carrées, un peu stressantes entre guillemets. Et on arrive maintenant sur cette nouvelle interface qui est vraiment très agréable. hein. Visuellement, c'est quand même quelque chose de sympa. Avec pas mal d'effets de transparence et autres. Donc on est vraiment sur une interface très agréable à utiliser. Moi, pour l'utiliser depuis quelques mois maintenant, je trouve ça vraiment très agréable. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est un petit côté un peu zen, où on se sent un peu moins agressé par les fenêtres. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose, une vraie volonté de la part de Microsoft pour rendre un côté esthétique à cette interface qui est assez sympa. Forcément, ils sont allés aussi copier et piocher chez les concurrents. hein. C'est pour ça, moi, je trouve assez sympa de dire que ce nouveau Windows 11, en fait, il est aussi beau qu'un Mac et il a un menu qui est au moins aussi centré qu'un Chrome OS. Donc c'est aussi la fin des fenêtres et des icônes carrées. Alors ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'avais en horreur les tuiles Windows toutes carrées, toutes horribles, les effets de transparence qui étaient ratés ou les amas d'icônes qu'on pouvait retrouver. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez sympa. Dans les nouveautés aussi, ce qu'on va retrouver qui est assez pratique, c'est la partie Snap Layout. Donc c'est la possibilité d'organiser ces fenêtres de façon assez sympa où là avant sur un Windows 10 ou même sur les prédécesseurs hein, on pouvait la coller dans un coin en haut à gauche ou sur le côté. Maintenant on a la possibilité de jouer avec quatre fenêtres sur le même écran. C'est un peu déroutant à utiliser au début hein, les deux trois premières fois on a un petit peu de mal mais au final c'est tellement pratique. C'est le grand retour aussi des widgets qui avaient été, enfin, ils étaient apparus avec Vista et ils étaient vraiment aussi immondes et totalement inutiles. Donc là, ils sont de retour. Après, on est sur des widgets qui sont plus orientés grand public pour le moment. Il est pas exclu que des third parties viennent se greffer là-dessus pour proposer des choses un peu pertinentes. hein. On peut imaginer que côté Dell, Lenovo ou HP, etc., on puisse retrouver des petits widgets un peu dédiés au matériel. Il y a des petites choses qui manquent encore un peu. On aurait pu apprécier pour ceux qui sont des grands communicants un widget Twitter disponible. C'est pas le cas pour le moment, mais bon, ça finira sûrement par arriver.
Dans les autres nouveautés, quelque chose qui est très bien également, c'est la partie gestion du multi-écran. Alors nous, côté IT, on a la fâcheuse habitude d'ouvrir plein de fenêtres, de les empiler dans la barre des tâches, à côté de notre menu démarrer, et au bout d'un moment, on s'y retrouve plus. Ou alors, on s'organise à bien préparer nos fenêtres parce qu'on est en train de travailler, on a une console Azure ouverte, un Intune ou un SCCM, plus sur notre deuxième écran, bah, on a organisé nos fenêtres avec la messagerie, notre Teams, et puis un bout de document qu'on est en train de rédiger. Une fois qu'on a bien fait notre mise en place de fenêtre, paf, on doit aller en réunion, on débranche l'écran. On va en réunion, on revient, on est bon pour tout refaire. Bah là maintenant, c'est plus le cas. Il y a de la reconnaissance automatique de l'écran qui est connecté, ce qui fait que vous organisez bien vos fenêtres. Vous partez en réunion, vous connectez sur un autre truc, quand vous avez fini votre réunion, vous revenez, vous rebranchez votre écran, vous avez vos fenêtres qui viennent se remettre exactement au même endroit, bien positionnées. C'est vraiment un gain de temps, de productivité. Alors forcément, on n'y passe pas 2 heures à passer les fenêtres. Mais bon, quand on enchaîne un peu les réunions, le faire 3-4 fois d'affilée, ça peut être un peu pénible. Donc là, c'est vraiment un gros gain de temps. C'est vraiment assez sympa, quoi. On a aussi une partie bureau virtuel avec Windows 11 qui est assez sympa à utiliser, qui n'est pas un gouffre de ressources, qui permet de s'organiser encore un petit peu plus en imaginant avoir par exemple un bureau virtuel dédié aux consoles d'administration qu'on utilise, et puis un deuxième bureau plus orienté bureautique dans lequel on répond à la messagerie et autres. C'est quelque chose d'assez sympa, et en plus ça permet d'ouvrir encore plus de fenêtres et de bien s'organiser. On est sur une interface, donc cette grosse nouveauté, hein, cette interface, on est vraiment sur quelque chose d'assez intuitif à utiliser. Par exemple, j'ai même vu une vidéo où un fan Apple fait un comparatif entre les deux, et indique clairement que bah, c'est quelque chose de tout à fait utilisable et de comparable en termes d'expérience utilisateur à ce que peut offrir du Mac, notamment justement sur les effets de transition, l'aspect visuel, l'aspect graphique. On est vraiment sur quelque chose de sympa. C'est quelque chose qui est assez simplifié par rapport à tous les menus contextuels qu'on peut connaître depuis les Windows XP, Windows 10 et autres. On est vraiment sur des menus clic droit assez simplifiés, où on retrouve les actions les plus communément utilisées tout de suite. Et pour aller plus loin, on a des menus déroulants pour les gens un petit peu plus, entre guillemets avancés. Donc tout ça, ça permet de se dire que la prise de main devrait être assez facile et intuitive pour la majorité des utilisateurs. Cependant, bah, comme dans tout projet de déploiement où il y a de la nouveauté, il y a forcément un engagement à prendre sur la communication qu'on va faire, et prévoir un plan d'accompagnement sur les utilisateurs, c'est toujours quelque chose d'indispensable, au moins en termes de communication. Non pas qu'il faut commencer à prévoir des formations, comme ça peut être le cas sur des versions précédentes de Windows, mais bon voilà. En plus, c'est quand même un OS qui a une tête assez sympathique, donc ça peut aussi, au travers de la communication, permettre d'onboarder un petit peu plus de monde. Ce qu'il faut retenir aussi dans les nouveautés, quelque chose qui est un petit peu plus gênant, c'est que bah, il y aura plus de version 32 bits disponible pour Windows 11. Alors gênant, bah, ça fait quand même beaucoup de temps maintenant où majoritairement on passe sur du 64 bits, mais certaines applications nécessitent du 32 bits, donc on a peut-être potentiellement un petit souci de ce côté-là. Et ça veut dire aussi que toutes les machines que vous avez déployées en Windows 10, par exemple, en 32 bits, ben, vous ne pourrez pas faire de mise à jour. Il faudra forcément faire une réinstall complète du poste. En termes de cycle de vie, ben, Microsoft a bien compris que sortir une mise à jour tous les 6 mois, c'est quand même un peu compliqué pour que toutes les entreprises puissent adhérer. On a souvent chez nos clients des retards de une à deux versions de Windows 10. Donc là maintenant, on repart sur
une mise à jour annuelle, hein, ce qui permettra peut-être de l'appréhender un peu plus et en entreprise d'avoir un peu moins le sentiment de se sentir bloqué et de faire un projet de migration ou de refonte tous les 6 mois. Dans les autres nouveautés, ben, je l'ai déjà évoqué, on a un nouveau menu démarrer, donc, qui est bien placé au centre de l'écran. Pour la petite anecdote, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps, à la fin de l'installation d'un Windows 11, au premier démarrage, à première ouverture de session, l'ouverture du menu démarrer se fait automatiquement. C'est assez rigolo, c'était plus le cas. Euh, c'est revenu. Bon, pourquoi pas. La partie personnalisation du menu démarrer, c'est quelque chose qu'on a tous déjà mis en place sur du Windows 10 parce que chaque entreprise a besoin d'organiser un petit peu et de faciliter la vie à ses utilisateurs. Donc on avait pour ce faire un fichier XML qui permettait d'organiser et de catégoriser les applications. Alors maintenant c'est toujours le cas, on peut toujours faire de la personnalisation, mais on passe plus par le fichier XML, il est plus utilisable. Ça sera une configuration par un fichier JSON et on va pouvoir travailler sur les trois petites zones qui sont encadrées en rouge, donc les applications qui sont épinglées, toutes les applications qu'on va pouvoir catégoriser, et on va pouvoir jouer également sur les recommandations. C'est quelque chose aussi qui est important de noter, c'est l'intégration avec la partie Endpoint Manager. Ce qu'il faut retenir, et c'est vraiment très important, on le verra par la suite, hein, c'est que on est vraiment dans une intégration de Windows 11 avec les outils les plus utilisés actuellement, qui sont Intune et SCCM. Donc globalement, en gros, si vous êtes aujourd'hui utilisateur des solutions Intune ou SCCM, eh ben pas de gros stress à prévoir. Ça sera toujours utilisable avec Windows 11 et on a peu de changements. J'ai mis quelques petites illustrations pour montrer un petit peu la création de la personnalisation du menu Start, qui peut se faire directement depuis Intune. Donc, en synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, si vous utilisez SSM ou Intune, aucun problème. Alors, côté SSM, il y aura forcément un petit peu de mise à jour à faire si vous êtes un peu en dehors des sentiers battus. Il y a forcément une version minimum de mise à jour à faire avec l'ADK qui correspond. Et une fois que vous avez ça, vous êtes prêt. Côté Intune, bah, en fait, tout se fait en ligne, hein, vous n'avez rien à prévoir. C'est complètement disponible. Vous pouvez dès aujourd'hui rajouter une feature update qui vous permet de déployer du Windows 11. On verra un petit peu plus loin. Toujours dans les nouveautés, Windows 11, c'est l'occasion d'avoir un nouveau store. Alors le store de Windows 10 était un petit peu fouillis, hein. On avait aussi parfois un peu de mal à retrouver ces petits là-dedans. Il a été complètement revu, plus organisé, plus catégorisé. On retrouve vraiment une équivalence aux autres stores courants du marché et c'est quand même beaucoup plus simple. C'est aussi la possibilité de diffuser dans ce catalogue autre chose que des applications UWP, hein, qui était le seul format supporté dans la version précédente de Windows. Là, on va pouvoir diffuser des applications Windows type MSI et autres. Ça fonctionne avec la fonction Winget, donc ce qui va nous permettre de mettre à disposition plusieurs catalogues applicatifs publics. D'ailleurs, le store par défaut de Windows est un catalogue public. Et on va également pouvoir mettre à disposition des catalogues privés. Donc tout ça, qu'est-ce que ça change? Ça change un peu la donne parce que bien souvent en entreprise, le store était verrouillé ou bloqué pour que les utilisateurs n'aient pas cherché toutes les applications qu'ils souhaitent, hein. On n'avait pas envie forcément d'avoir du Candy Crush un peu partout. Là, on va peut-être pouvoir faire des choses un peu plus sympas. Alors après, ça n'empêche pas non plus de bloquer ce store et de continuer à travailler avec les stores proposés par SCCM et Intune. On a une intégration de Teams. Pour moi, c'est une vraie déception parce que on a tous connu ces dernières périodes du confinement. On a bien vu l'explosion de Teams. On a bien vu chez nos clients l'urgence de mettre Teams pour le télétravail.
Et ce Teams, en fait, qu'on retrouve dans Windows 11, il permet juste, enfin, il permet uniquement d'associer un compte Microsoft personnel et un seul compte. Alors que dans l'application Teams complémentaire, on va retrouver justement la possibilité d'utiliser plusieurs comptes, du compte professionnel. Donc pour moi, il n'a vraiment aucun intérêt, ce Teams dans l'état. Donc forcément, ça va évoluer, hein, c'est juste un point de passage. Mais ça aurait été, à mon sens, un peu plus sympa que ce soit disponible en usage pro dès la sortie. Et ça nous aurait évité d'avoir deux clients Teams qui sont un petit peu les plus gourmands en termes de ressources qui tournent sur un poste. Les applications Android, ça c'est une grosse promesse de la part de Microsoft, hein, c'est de pouvoir installer des apps Android en passant par le store Amazon. Alors c'est pas forcément le store Android le plus complet de la Terre, mais c'est déjà pas mal. Et à terme, ça sera de pouvoir exécuter n'importe quelle application Android sur du Windows 11, donc une vraie compatibilité. Alors c'est pas disponible pour le moment, ça sortira pour la fin d'année. Donc c'est quelque chose à suivre. On n'est pas à l'abri qu'il y ait quelques écueils forcément au début, mais voilà, c'est toujours dans les tuyaux et on attend de pouvoir le tester rapidement. Dans les autres petites nouveautés, la partie Xbox. Alors moi, ça me fait un petit peu sourire parce que ce truc-là de Xbox, c'est la promesse de pouvoir avoir au travers d'un Game Pass un petit peu plus de 100 applications sur son PC, etc. En entreprise, je pense que ça va être la première chose qu'on va faire sauter le plus rapidement possible parce que ça n'a aucun intérêt. En termes de bonus, on a de l'ergonomie qui a été rajoutée, qui est assez sympa. Le contrôle du micro, on a tous connu pendant les confinements le fait de j'ai fait ma précédente réunion avec un casque, j'ai plus de batterie, je suis obligé de changer de casque. Mon Dieu, comment je fais pour changer mon device, comment je fais pour monter du son. Là maintenant, on a vraiment un menu du contrôle du son qui est tout de suite accessible dans la barre des tâches, donc ça fait gagner quelques précieuses secondes et ça évite les cafouillages. Même chose pour l'affichage. On a la possibilité d'ajuster beaucoup plus rapidement, de diffuser plus rapidement. Donc ça ne change rien aux fonctionnalités comme elles étaient mises en place, mais on gagne en efficacité. Même chose pour le mode tablette. Pour ceux qui l'ont expérimenté en Windows 10, hein, passer du mode PC à la tablette, c'était juste n'importe quoi parce qu'on avait un menu avec des carrés qui s'affichait un peu n'importe comment. Alors pour le peu qu'on ait le malheur de tourner la tablette, il y a toutes les fenêtres qui s'écrasaient les unes contre les autres. Là, on est vraiment sur un truc propre où on n'a pas de vrai changement à part une petite animation dans le menu démarrer qui indique qu'on est passé en mode tablette et les fenêtres qui s'orchestrent correctement et proprement. Donc de tout ça, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que Windows 11, hein, d'après, enfin, ce sont les dires de Microsoft, c'est un nouvel OS qui a été complètement pensé pour le télétravail. Donc c'est sûrement pour ça qu'on retrouve cette partie Xbox, hein, et qui est vraiment orienté hybrid work. Alors hybrid work, c'est un petit peu le nouveau fer de lance de Microsoft, hein, c'est de capitaliser aussi sur tout ce qu'on a tous connu ces derniers temps où au final, il y a encore peu de temps, le télétravail, surtout en France, c'était quand même quelque chose d'un peu compliqué à aborder en entreprise. On ne savait pas trop comment faire. Et au final, on a eu pas mal de changements au niveau des entreprises autour de cette nécessité de pouvoir proposer du télétravail avec la possibilité de fournir aux utilisateurs des devices facilement utilisables et avec un peu d'adoption. On est un peu fini avec les nouveautés. Si on passe au côté impact en entreprise, parce que tout ça c'est bien gentil, hein, c'est un bel OS tout neuf, tout beau, tout propre, on va avoir des aspects à considérer avant de commencer à réfléchir à le mettre en entreprise. Tout d'abord, au niveau des prérequis à respecter. Alors, on va avoir des prérequis en termes de sécurité, parce que vous ne pourrez pas utiliser, enfin, vous ne pourrez pas installer un Windows 11 si vous n'avez pas un minimum une puce TPM 2.0. Il faut savoir que pour beaucoup d'entreprises, la puce TPM, elle est encore en 1.2.
Au niveau processeur, il va falloir un minima du dual core à 1 giga. Côté Intel, vous allez retrouver tous les processeurs à partir de la génération 8 ou supérieure. Et côté AMD Ryzen, à partir de la génération 2 ou supérieure. Côté RAM, on est un peu sur la même volée que Windows 10, où la recommandation minimum est de 4 Go. Et déjà pour Windows 10, 4 Go, c'était pas lourd, on pouvait pas faire grand-chose avec. Donc on est plutôt sur une recommandation à 8 Go de RAM pour un usage classique correct. En termes d'espace disque, là où Windows 10 avait un prérequis positionné à 20 Go pour pouvoir installer l'OS, là on est sur un prérequis à 64 Go. Alors ça ne veut pas dire que l'image qu'on va générer par la suite va faire 64 Go, l'empreinte OS reste à 20 Go, mais ils ont un petit peu anticipé aussi les choses par rapport aux futures mises à jour, avec un prérequis d'espace un petit peu plus élevé que ce qui était prévu, que ce qui était utilisé initialement. En termes de prérequis de carte graphique, là où Windows 10 demandait à minima une carte graphique capable de faire de la résolution en 800 par 600, là on passe sur un minimum une carte graphique qui fait du 720p avec une résolution en 1386 par 700. Pour aller un petit peu plus loin et vérifier la partie compatibilité, surtout dans une volonté de test unitaire sur des matériels, Microsoft a mis à disposition depuis quelque temps maintenant un petit outil qui s'appelle le PCI Check, qui vous permet de voir si votre machine est capable de s'embarquer avec du Windows 11 et quelques informations indiquant si elle n'est pas compatible, pourquoi elle n'est pas compatible et comment y remédier. Si on continue un petit peu sur la partie prérequis matériel, il faut aussi noter, il y a eu très récemment une conférence à ce sujet, le renouvellement de la gamme des produits Surface. Donc Microsoft a présenté tous ces nouveaux modèles de Surface qui ont été conçus pour fonctionner avec du Windows 11. Donc on est sur quelque chose d'assez sympa, hein. Ce sont vraiment des belles machines. En entreprise, c'est un petit peu peut-être encore compliqué parce que il y a une tarification un peu premium de ces devices. On n'a pas forcément coutume de les donner, enfin de les mettre à disposition de tous les utilisateurs. Donc on est vraiment sur un secteur un peu premium. Il faut savoir aussi que ce sont des machines un peu à la Apple, hein, dans lesquelles on ne va pas les trifouiller, rajouter une barrette de RAM, etc. S'il y a un pépin, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous la renvoyez au support Microsoft et en échange, vous en avez une autre en remplacement, toute neuve. Voilà, donc on est vraiment sur un positionnement premium et on sent que Microsoft veut vraiment améliorer ce positionnement des devices Surface en entreprise avec une volonté clairement affichée d'aller pister dans les entreprises et pouvoir mettre à disposition des surfaces. Alors forcément pour les vendre, hein, pas pour faire plaisir. Par contre, ça peut être sympa dans certains cas, il est possible de faire du POC avec quelques machines de test type surface pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On va retrouver aussi forcément des nouveaux modèles, hein, chez les constructeurs habituels. Pour l'instant, on a surtout vu des nouveaux modèles Dell arriver, un peu d'HP, un peu de Lenovo. C'est un peu timide encore, mais en même temps, l'OS est sorti il y a à peine 9 jours et on est tous aussi au courant des crises de composants électroniques, de la pénurie qui impacte l'ensemble du marché. Donc c'est un petit peu normal aussi. Et il faut savoir que justement tous ces PC pour lesquels le matériel est un peu un prérequis sont disponibles en Windows 10 avec un plan de mise à jour, enfin une option de mise à jour vers Windows 11. Ce qu'il faut retenir également sur la partie compatibilité matérielle, en résumé, en gros, si vous avez un PC qui a moins de 3 ans, il n'y a pas de souci, ça passera sur du Windows 11. Entre 3 et 5 ans, en théorie,
Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas, mais ça va jouer un peu au cas par cas. Il y a aussi la partie TPM avec UEFI. Est-ce que le Secure Boot est activé ou pas? Donc il y a des petites choses à voir là-dessus. Par contre, si le PC a plus de 5 ans, bah, il faut complètement oublier et ça passera dans du renouvellement. Donc, toutes les questions qui sont un petit peu préoccupantes avec l'arrivée de ce nouvel OS, typiquement, on va commencer à se demander ben, quand est-ce que je vais passer à Windows 11? Est-ce que j'ai un intérêt? Est-ce que je dois vraiment y aller tout de suite? Est-ce qu'il n'y a pas d'urgence? Bah non, en fait, il n'y a pas d'urgence, hein. Microsoft a indiqué que le support Windows 10 allait perdurer jusque 2025 minimum, parce qu'on sait très bien que en général, les périodes de support étendu dépasse toujours un peu, donc ça laisse un petit peu plus de 4 ans, voire 5 ans avant de foncer dans Windows 11. Par contre, je pense moi que c'est quelque chose qui est assez sympa à commencer à tester en entreprise, voir un petit peu l'ampleur que ça pourrait avoir sur le parc. Voilà, il faut commencer à s'y préparer de toute façon. Il y a pas forcément de choix autour de ça, ni de débat, j'ai envie de dire. Comment je vais le déployer, mon Windows 11, avec quels outils? Ben, je vais avoir deux scénarios qu'on va voir un petit peu après, hein. Je vais avoir des machines qui sont non managées et des machines qui sont managées. Donc j'aurai ça à traiter dans le cadre d'un déploiement. En termes de compatibilité applicative, alors ça c'est toujours la question qui peut fâcher. C'est pour ça que j'ai rajouté le normalement, hein. Nous dans l'IT, on a toujours l'habitude de rajouter normalement, ça devrait bien se passer. On n'est pas à l'abri qu'il y ait quelques incompatibilités qui arrivent, hein. Je vais pas fabuler ni quoi que ce soit, mais on sait tous très bien que le passage vers Windows 10 a amené pas mal de stress aussi. Normalement, enfin, normalement, de ce que dit Microsoft, c'est une garantie assez forte de leur part. Tout ce qui est compatible avec Windows 10 sera forcément compatible avec Windows 11 puisque ça rejoint le point suivant, hein. Windows 11 est normalement encore plus compatible que Windows 10. Bon. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas s'enflammer hein, quand on dit que c'est l'OS le plus compatible avec les applications. Le cas Windows 7, ce que vous n'avez pas su faire monter de Windows 7 vers Windows 10 pour des problèmes d'incompatibilité ne le sera pas plus avec Windows 11. Au niveau des points de blocage principaux identifiés, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bah, les machines en 32 bits. Alors, il n'est pas impossible de les faire évoluer, hein, mais bon, ça veut dire qu'elles ne seront pas upgradées, mais il faudra faire une fraîche install. Les applications qui utilisent des drivers de bas niveau, bah, si ces drivers de bas niveau ne sont pas compatibles Windows 11, bah, forcément il y aura une incompatibilité applicative. Et bah, tout ce qui est machine non compatible Windows 11, il faut savoir que une machine en entreprise, c'est bien souvent une durée de vie de 3 à 5 ans, voire un peu plus. On est sur des périodes de renouvellement stratégique qui sont un peu étalées, hein. Dans des grands groupes, il est quand même vachement compliqué de remplacer toutes les machines d'un coup. Donc bah, ça va amener des questions autour de la coexistence. Et c'est aussi sûrement pour ça que le support de Windows 10 va perdurer jusque 2025. En synthèse, donc dans tout ça, bah, comment je peux préparer, anticiper l'arrivée de Windows 11? Bah, je vais déjà commencer par vérifier la compatibilité hardware applicative de mon parc. Je vais regarder et réfléchir à une stratégie pour aller Windows 11 et puis réfléchir également à mes ambitions de mise en place. Si j'utilise aujourd'hui du SSM ou du Intune, bah, globalement, j'ai juste quelques petites mises à jour à faire et je suis prêt à en découdre avec ce nouvel OS. Et pour les applications non compatibles, Microsoft met à disposition du APP Assure pour aider les clients à résoudre ces problèmes de compatibilité. Donc on en parlera un petit peu plus loin dans la session. Je continue à avancer là-dessus. Sur les éléments impactants, bah, on va retrouver, comme je l'ai dit, la partie compatibilité matérielle. Donc, comment je vais me préparer? Bah, je vais commencer à vérifier mon catalogue matériel. Je vais commencer à faire du PCI check sur les différentes machines, surtout sur les plus représentatives de mon parc.
Je vais m'appuyer sur Analytics pour commencer à suivre les PC qui sont prêts à être mis à jour, à être mis à jour. Alors, quand on parle d'Analytics pour Windows 11, on est sur du Endpoint Analytics. La partie Desktop Analytics ne pourra pas fonctionner avec Windows 10. Ça a été annoncé, c'est écrit dans la documentation noir sur blanc. Un petit peu dommage. Ensuite, sur la partie compatibilité logicielle, je vais commencer à vérifier mon catalogue qui normalement est un peu à jour vu que j'ai déjà fait l'exercice pour Windows 10 et que en plus pour Windows 10, je le faisais peut-être tous les 6 mois pour vérifier que je n'ai pas de mauvaises surprises. Je vais commencer à faire des installations de tests sur les applications douteuses. Donc, commencer à avoir quelques PC Windows 11 et puis vérifier que mes applications un peu suspectes, je vais pouvoir les installer et les utiliser sans trop de régression, ou sans régression du tout, idéalement. Je vais commencer à capitaliser aussi sur les précédents déploiements et mises à jour que j'ai pu mettre en place en entreprise. En gros, on apprend en marchant, hein, tous, et peut-être qu'on a rencontré en entreprise, que peut-être que vous avez rencontré des problèmes que vous ne voulez pas revoir apparaître et pour lesquels vous savez quelles mesures de prudence il faut adopter. Donc tout ça, c'est vraiment commencer à se préparer et physiquement et intellectuellement à ce futur déploiement si vous l'envisagez. Côté impact utilisateur, bah oui, il faut y penser parce que on n'est pas l'IT pour l'IT à se faire plaisir à monter des projets de déploiement de machines ou d'applications ou autres. On a forcément un impact sur l'utilisateur puisque dans la partie Modern Workplace, on est vraiment là pour travailler sur l'environnement utilisateur. On n'est pas là juste pour donner un bête PC à l'utilisateur, mais lui améliorer son expérience de travail. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on va avoir un nouveau menu démarrer, on va avoir un petit peu d'usage différent, mais bon, on n'est pas dans la même révolution que quand on est arrivé avec Windows 8. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut commencer à se préparer à communiquer, pardon. Commencer à définir aussi des personnes, des populations ambassadeurs. Là, ce sont des choses qu'on a beaucoup vues et mis en place, surtout pour des migrations, des passages vers Office 365, où bah, ça permet de générer un peu d'entraide avec des utilisateurs peut-être un petit peu avancés. Et l'interface graphique de Windows 11 étant quand même assez sympa, je pense qu'on peut en entreprise trouver des users un peu geeks qui veulent adopter ce truc-là et qui pourront facilement faire accélérer l'adoption du produit Windows 11. Il faut également penser à la coexistence. Bah, comme on l'a dit, hein, Windows 10 sera supporté jusque 2025, va continuer à évoluer aussi jusque 2025. En parallèle, il y a Windows 11, il faut commencer à regarder, etc. La coexistence, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop en général parce que ça laisse supposer qu'on ait plusieurs outils pour gérer plusieurs types de postes de travail avec des OS différents. Là, non. Au final, on est sur une coexistence beaucoup plus simplifiée où on va utiliser les mêmes outils pour gérer du Windows 10 et du Windows 11. Donc finalement, ça devrait bien se passer. Se pose ensuite la question de Windows 11. Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Bah, en fait, c'est une fausse question. On va de toute façon tous forcément être obligés d'y aller. Alors pourquoi y aller? Pourquoi démarrer peut-être rapidement? Bah, justement, comme je disais, l'expérience utilisateur est assez sympa. On a beaucoup de clients qui ont eu des réflexions ou des urgences, entre guillemets, pour mettre à disposition des laptops aux utilisateurs lors du premier confinement pour qu'ils puissent travailler depuis leur domicile. Se pose alors la question de bah, le desktop qu'ils avaient avant. Est-ce qu'on va leur demander de réutiliser ce genre de truc? Même chose pour des devices type Light qu'on peut retrouver. Ok, il y avait forcément eu derrière une idée de rationalisation des coûts. Au final, maintenant, on se retrouve avec plusieurs devices pour le même utilisateur.
Est-ce que ça vaut pas le coup de changer un petit peu de stratégie et de réduire aussi les nombres de modèles qu'on peut trouver en entreprise? Voilà, il y a à mon avis pas mal de pistes là-dessus à débroussailler, surtout que ces nouveaux usages en télétravail vont perdurer dans le temps, hein. Peut-être pas forcément en permanence en télétravail, mais c'est quelque chose qui est démocratisé maintenant et qu'il faudra forcément continuer à faire évoluer. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un OS qui a été pensé pour le télétravail. Donc ça peut être une piste de créer peut-être des bundles télétravail avec un laptop qui finalement est Windows 11. Voilà. Et il y a encore pas mal de choses à voir forcément et il y a des belles histoires, je pense, à créer autour de ça. C'est aussi quelque chose enfin, c'est un outil plus moderne, hein, ça donne aussi une image un peu plus moderne de l'IT. Donc, ce sont vraiment des pistes intéressantes qu'il faut, à mon avis, explorer. La partie image IT a été parfois un peu écornée avec des outils mis en place pour répondre à des besoins très très rapidement. On a tous vu du Teams débarquer en urgence avec de temps en temps des petits cafouillages où côté IT, on n'était pas forcément très au fait de toutes les mises à jour qui allaient arriver. Ça demande un peu de veille technologique et c'était pas forcément, tout le monde n'était pas forcément super prêt à ça. Donc c'est peut-être aussi l'occasion de redorer le blason de l'IT. D'autant plus qu'on est sur un risque modéré, ça devrait être assez facile à adopter par les utilisateurs. En termes de compatibilité pour des usages classiques, on ne devrait pas rencontrer de difficultés. Et forcément tout ce qui est nouveau mode de travail. Après, comment je fais pour y aller? J'ai envie de dire, c'est très classique, hein. Il faut se faire un plan projet avec un plan de déploiement, bien identifier la cible de déploiement, planifier et puis avoir les moyens de ses ambitions ou les ambitions de ses moyens. C'est un peu dans les deux sens, où il faut vraiment réfléchir à qui je vais mettre ça à disposition, comment je vais le faire, sur quel rythme. Est-ce que j'ai pour ambition de déployer tout mon parc maintenant? Je suis pas convaincu. Ça va peut-être aussi être intéressant dans le cadre des mises à jour de Windows 10 de se dire peut-être que la prochaine release majeure de Windows 10, peut-être qu'on va pas la faire et peut-être qu'on va regarder Windows 11, peut-être plus pertinent et plus durable dans le temps. Si on parle un peu technique autour de tout ça, côté Intune, ça va être assez facile à mettre en place, hein, parce que on a juste un feature update à créer pour intégrer la possibilité de déployer du Windows 11, avec un petit peu d'autopilote derrière. Alors après, je sais pertinemment qu'il y a pas mal de débats autour d'autopilote. Est-ce que c'est vraiment le meilleur outil? Dans les scénarios hybrides, etc. Et justement, c'est peut-être aussi là qu'il faut avoir une réflexion. Là où on est dans des environnements hybrides, peut-être qu'on va détecter des scénarios vraiment mieux adaptés pour le télétravail, par exemple, à avoir des devices qui sont full cloud à partir du moment où mes identités utilisateurs sont synchronisées, etc. Voilà, il y a peut-être des pistes à creuser là-dessus. Et la partie PC utilisateur pour le télétravail n'a peut-être pas forcément besoin des mêmes surcouches qu'on pouvait mettre dans des masters, tout en sachant que la promesse de Microsoft, enfin une des promesses de Microsoft, c'est que Windows 11 va être l'OS le plus sécurisé qui a été mis à disposition jusque-là. Voilà. Comment ça fonctionne côté Intune? Classiquement, comme pour du Windows 10, on récupère le hash de la machine, on le met on l'intègre dans Intune et puis voilà, on démarre la machine et on a une interface qui démarre, bon, qui a un petit peu changé, hein, qui est un petit peu plus sympa, où on fait son login, ça déroule tout seul et puis ça démarre automatiquement notre Windows 11 quand ça finit. À noter que quand il y avait des problèmes sur Autopilot, on était un petit peu dans l'embarras parce qu'on savait pas trop ce qui avait coincé ou pas. Et maintenant, on a la possibilité de faire un peu de diagnostic. Donc une belle avancée.
Côté SCCM, enfin Config Manager, ça n'a pas beaucoup changé. Globalement, vous allez télécharger votre Vim, vous allez l'intégrer dans SCCM, et puis voilà, il ne reste plus qu'à créer soit une TS d'upgrade pour faire les upgrades, des upgrades in place, ou créer une nouvelle séquence de tâches avec cet OS pour faire les fresh installs. À noter que MDT, c'est toujours possible. On arrive toujours avec MDT à faire du déploiement Windows 11, ça fonctionne. Et bien entendu, la fameuse clé bootable USB, c'est toujours possible aussi. Comment je vais préparer ma roadmap pour préparer mon adoption Windows 11 en entreprise? Je vais toujours avoir deux cas de figure à considérer. Je vais toujours avoir soit de l'upgrade de Windows 10 vers Windows 11, soit de la fraîche install. Alors, on peut imaginer d'autres scénarios complémentaires, mais globalement, ce sont les deux scénarios qu'on va rencontrer le plus souvent. Pour y répondre, voilà, je vais me mettre à faire un plan de migration et la planification qui va bien avec. Et dans tous ces éléments, en termes d'overview de roadmap, en termes de piliers, je vais avoir mon évaluation de matériel, revoir mon infrastructure de déploiement. Ça va être par exemple mettre à jour mon SCCM, ou alors me dire je passe peut-être plus par SCCM, je fais que du Intune. Voilà, il y a des choses à voir. C'est pour ça qu'on va parler d'une étude des différentes opportunités de simplification et d'optimisation. J'ai préparé également mon plan de déploiement, donc basé sur des groupes de déploiement, des anneaux, des utilisateurs ou même des devices. Et puis j'ai regardé un petit peu toutes les stratégies qui correspondent au modern work. Donc là, vraiment, c'est vraiment réfléchir sur est-ce que je continue à procéder la mise à disposition de devices pour mes utilisateurs comme je le fais aujourd'hui, ou est-ce que j'en profite pour faire une refonte de mes process actuels. Je vais aussi parler de la validation des applications. Donc, je vais me baser sur mon endpoint analytics et puis identifier mes appareils éligibles pour justement faire ma compatibilité applicative. Je vais commencer par préparer un pilote également, où je vais avoir un groupe d'utilisateurs et d'appareils qui vont me permettre aussi de valider le processus de déploiement que j'aurai retenu. Et je vais commencer à faire du déploiement de mise à niveau, assurer le suivi et forcément le support qui va avec, et apprendre de mes erreurs et préparer le déploiement généralisé s'il y a lieu, et surtout de planifier correctement dans le temps en bonne intelligence. Et forcément, il ne faut pas les oublier non plus. Je vais commencer à préparer mes utilisateurs parce que j'ai besoin de leur adhésion à ce sujet et j'ai besoin de les accompagner sur les principales nouveautés. Donc, plan de communication et pas plan de formation. On est sur quelque chose vraiment de plus naturel à adopter. Côté overview infrastructure, mes cas de figure restent les mêmes, hein, soit de l'upgrade, soit du renouvellement. Je vais avoir trois grands cas de figure en fonction de mon infra. Soit je vais devoir utiliser des solutions locales parce que mon IT n'est pas forcément super modernisé et je vais passer donc par du WSUS où je vais pouvoir synchroniser les produits et avoir à dispo du Windows 11. Si j'ai du SCCM tout seul, même chose, je vais pouvoir faire la synchronisation de mon WSUS. Si je suis un peu plus avancé et que j'ai des solutions basées sur le cloud, si je travaille avec du Windows Update for Business, je vais pouvoir jouer sur les stratégies Update for Business pour jouer sur mes cibles. Et je vais pouvoir faire de l'upgrade. Par contre, je ne pourrais pas faire du passage de Windows 10 à Windows 11 avec le report de produits. Bon, ça, c'est une petite aparté à avoir en tête. Ça veut juste dire qu'il y a un peu de technicité à prendre en compte autour de ça. Avec la partie Microsoft Intune, pareil, je vais pouvoir jouer avec le déploiement des mises à jour de fonctionnalités. Donc, c'est pas forcément énorme à mettre en place. Après, il faut le faire en bonne intelligence pour pas déborder sur tout le monde d'un coup et se prendre les pieds dans le tapis.
Sur la partie infrastructure basée sur du cloud, bah, je vais m'appuyer forcément sur mon Intune, mon Endpoint Manager, hein, avec de l'autopilote pour Windows 11. Et je vais passer sur la création et la gestion de mes profils de configuration Windows en utilisant des stratégies pour la configuration de mes applications et sécuriser un petit peu le tout et rajouter du MFA. Voilà, au niveau infrastructure, on a un petit peu tout ça. On a forcément ces trois strates qui peuvent bien sûr être combinées, hein. On n'est pas obligé d'avoir uniquement une de ces strates. On peut vraiment travailler sur les trois. En termes de plan d'adoption, donc il y a tout ça à préparer. On l'a dit, il y a la partie compatibilité des applications et autres qui est à prévoir. Et pour ça, on va retrouver de l'accompagnement Fast Track. Alors, Fast Track, je vais en parler rapidement et Axel vous en parlera un petit peu également. Niveau Fast Track, en gros, c'est la possibilité d'avoir des programmes qui sont financés par Microsoft, qui proposent, au travers d'un Fast Track partner, de vous accompagner sur les best practices autour de l'adoption de ces produits. Alors, on va retrouver pour Windows 11 trois principaux programmes. Alors, du Fast Track Intune, qui existait déjà pour Windows 10, mais qui va permettre d'embarquer et du Intune et du Windows 11. Il y a un fast track dédié Windows 11 qui arrive, qui est bientôt démarré, qui va proposer de l'accompagnement spécifique pour Windows 11, et du fast track APP Assure, donc j'ai évoqué rapidement pendant la présentation, hein, qui est un programme dédié à la compatibilité et à la remédiation des applications. Bien sûr, nous sommes Fast Track Partner, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous, nous contacter, Axel ou moi, et je laisse la parole à Axel. Oui, voilà, alors je rebondis simplement pour vous dire de ne pas hésiter à revenir vers nous si vous souhaitez approfondir le sujet. Voilà, Laurent et moi-même restons disponibles, même pour des échanges. Si vous avez des créneaux à nous proposer, on pourra voilà, approfondir le sujet, répondre à vos questions et voilà, peut-être vous accompagner sur ce type de sujet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je vois qu'il y a quelques échanges entre vous. Comme ça, Laurent pourra y répondre et on va passer à la conclusion de Laurent avant d'attaquer sur la phase de questions-réponses. Exactement. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que Windows 11, c'est pas forcément une révolution, hein. C'est pas aussi compliqué que des précédentes sorties d'OS qu'on a pu voir. C'est un OS qui est assez sympa, qui est visuellement agréable à utiliser, qui, je pense, va être facilement adopté par les utilisateurs. En termes de coexistence, comme j'ai dit, hein, c'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément beaucoup, la coexistence, mais là, ça a l'air de plutôt bien s'annoncer, puisque on repose sur les mêmes outils sans avoir forcément d'évolution de version majeure à considérer. Donc quelque chose d'assez simple. Le plus gros du boulot, compatibilité applicative, à mon sens, a été fait pour Windows 10. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de gros soucis. Restent les aspects matériels. Ça, c'est un petit peu dommage, parce que si on a un parc qui a 4 ans et qui sera renouvelé que dans un an, bah, on ne pourra pas y aller tout de suite. Et je pense que ce qu'il faut surtout imaginer dans un premier temps, c'est de commencer à faire du POC, à voir comment ça peut s'intégrer dans votre entreprise, comment vous pouvez adresser certaines populations peut-être là-dessus. On l'a évoqué avec la partie des devices surface, ça peut être aussi une façon d'adresser des populations un peu VIP, etc. Voilà. Il y a plein de choses autour de ça, et si vous avez des questions, si vous voulez en parler un peu plus avec nous, hein, comme le disait Axel, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On sera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner dans ces réflexions et ces phases d'adoption. Merci énormément pour votre écoute, pour votre temps. On va pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Alors, Laurent, je t'invite à regarder le chat parce qu'il y a eu questions, échanges, questions-réponses. Il y a eu pas mal de sujets, donc je t'invite
à jeter un œil au chat. Si vous avez d'autres questions, je vous invite également à continuer de les noter, on pourra y répondre. Et sinon, dans le cas contraire, je vous remercie encore une fois pour votre temps, votre écoute, et c'est vraiment un plaisir de vous avoir eu si nombreux. Et dis donc, il y a des lectures, hein. Oui, il y a de la lecture, il y a eu des échanges. Alors oui, je vois, il y a pas mal de questions justement sur, enfin il y a pas mal de questions. Je suis tombé sur des éléments de réponse qui ont été apportés pour faire de l'audit global sur SCCM. Bah, côté SCCM aussi, une chose qui est pas mal, c'est de pouvoir mettre à disposition du reporting sur du Windows 11 Readiness. Donc ça c'est quelque chose que moi j'ai commencé à regarder. J'ai un rapport, enfin j'ai travaillé sur un rapport qui permet de voir un petit peu tout ça. Je vois également des questions sur la partie support utilisateurs locaux qui peuvent être un peu réfractaires au changement. Oui, alors c'est sûr, hein, dans toutes les entreprises, il y aura forcément des personnes un petit peu plus réfractaires. Je vais pas faire de mauvaises blagues, hein, mais on a tous en tête Madame Michu qui a 2 ans de la retraite, qui a commencé à travailler sur une machine à écrire. Elle en a éperdument rien à foutre qu'on lui mette un nouvel OS. Et oui, il y a des gens qu'il faut accompagner plus que d'autres, mais ça c'est toujours c'est toujours le cas. Sur les questions, pourquoi c'était pensé, enfin en quoi c'est pensé pour le télétravail. Alors c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est vraiment un des arguments avancés par Microsoft. À mon sens, la partie pensée pour le télétravail, elle aurait été vraie et respectée si on avait eu un vrai client Teams qu'on peut utiliser avec un compte professionnel. Là, pour moi, le loupé, il est un peu là. Le côté hybride, c'est pas le côté hybride que nous on connaît, qu'on a l'habitude d'évoquer, où on a un mix entre notre infra on-prem et le cloud. C'est ça qu'on appelle de l'hybride. Là vraiment, Microsoft a sorti ce nouveau terme qui s'appelle de l'hybrid work. Donc le l'hybrid work, c'est quoi? C'est mes utilisateurs qui font du télétravail tout simplement. Donc ils sont un coup au bureau, un coup chez eux, et c'est ça l'hybrid work pour Microsoft. C'est du marketing à l'américaine. Voilà. On a encore quelques minutes. La partie génération des processeurs, oui, on en a parlé. L'exigence de la TPM 2.0 également. Euh, ok. La partie mise à jour du patch Tuesday, plusieurs PC non compatibles ont reçu la mise à jour. Mais ok, donc tout ça, il y a aussi des choses. Alors après, comme je disais, on n'est pas à l'abri de quelques mauvais éléments, de quelques mauvaises blagues, hein, avec des trucs qui vont peut-être louper un peu. Ça, c'est pas impossible. Après, l'avenir du store d'entreprise, alors que MS annonce que ce dernier va bientôt mourir, ouais, c'est un vrai problème parce que on est sur du store Windows qui est du store public qu'on peut privatiser. La partie store d'entreprise va effectivement disparaître. Alors après, est-ce que tout est gravé dans le marbre? Je ne suis pas sûr à 100%. Je pense qu'il va y avoir un peu d'ajustement. Il ne faut pas oublier non plus que Microsoft n'avait peut-être pas forcément l'ambition de sortir Windows 11 tout de suite. Ça a un petit peu fuité rapidement. Ils ont corrigé le tir en mettant ça à disposition du public plus vite que prévu. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on a quelques écueils autour de tout ça. Également, ouais, des disparités au niveau des interfaces graphiques. Un peu comme on a pu le voir avec Windows 10, dès qu'on farfouille un peu, c'est un peu vrai. Même si l'ensemble des fenêtres sont quand même beaucoup plus sympas, bah, dès qu'on va dans des fenêtres un peu plus détaillées, un peu plus entre guillemets IT, comme le panneau de configuration, etc., ouais, on retombe sur les vieilles fenêtres, hein. Tout n'a pas été complètement refondu, mais voilà. Là, on nous vend des super fenêtres en triple vitrage en alu, et de temps en temps, ouais, on trouve une fenêtre en bois en simple vitrage, quoi. Voilà, globalement, bah, j'ai regardé un petit peu toutes les questions. On est proche de l'horaire.
Toutes les questions auxquelles j'ai pas répondu, ne vous inquiétez pas. On pourra faire une communication autour de tout ça. L'idée, c'est pas non plus de vous bloquer jusque 20 heures. Et comme on l'a évoqué avec Axel, hein, si vraiment vous voulez qu'on en discute, ben, il n'y a aucun souci. On est disponible pour échanger avec vous autour de ces sujets. En tout cas, je tenais vraiment à vous adresser un grand merci. Comme Axel l'a dit en tout début de session, c'est un peu notre deuxième webinaire ouvert au public. Donc, c'est quand même très agréable de voir autant de personnes s'être connectées et aussi d'avoir échangé, hein. C'est toujours agréable d'avoir des questions. Quand on présente quelque chose, c'est toujours un peu flippant de se dire alors, vous avez des questions et la personne ne parle. Bon, bah écoutez, on va fermer la session. Bon, en tout cas, vraiment, merci beaucoup à vous pour votre participation. Merci à toi, Axel, pour avoir accepté de faire l'introduction, la conclusion. Avec Et, plaisir. et voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et en espérant pouvoir échanger avec vous autour de ce sujet, sachant que on ira un peu plus loin au travers d'articles de blog, éventuellement organiser un autre webinaire un peu plus deep dive, un peu plus technique. Voilà, ce sont des choses qu'on a en tête voilà. Donc merci beaucoup. Merci à tous. Passez une bonne soirée.